Orwell disait, en fait, quand je regarde l'intellectuel type qui est fasciné par Staline en Angleterre, c'est souvent quelqu'un d'un peu frustré, qui estime qu'il n'a pas assez de reconnaissance sociale, et qui en URSS a l'impression que c'est un régime où ce sont les intellectuels qui tiennent le fouet, Qui gouverne, ouais. qui gouvernent. En réalité, les intellectuels en URSS étaient très favorables au communisme parce que ce qu'ils voulaient instaurer, c'était une pédantocratie, c'est-à-dire un régime où les pédants, c'est-à-dire les intellectuels marxistes, gouverneraient. Et si la culture, l'intelligence et l'éducation n'étaient pas gages de sagesse, mais prédisposées à l'erreur? En URSS, les détenteurs d'un diplôme universitaire étaient 2 à 3 fois plus susceptibles de soutenir le Parti communiste que les diplômés du secondaire. Au Cambodge, les Khmers rouges, responsables de la mort de près de 2 millions de leurs concitoyens, étaient dirigés par 8 intellectuels francophones. Tous avaient étudié en France dans les années 50, notamment à la Sorbonne. Samuel Fitoussi, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez Pourquoi les intellectuels se trompent aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi avez-vous écrit cela? Ce livre est parti en quelque sorte d'une énigme. Comment expliquer que dans la deuxième moitié du XXe siècle, presque tous les grands intellectuels, surtout de gauche d'ailleurs, se soient trompés sur presque tous les sujets. De l'unanimité en faveur de Mao, en passant par le soutien enthousiaste à Fidel Castro ou à la révolution iranienne. Comment expliquer que tous, sur presque tous les sujets, se soient trompés? Et donc j'ai voulu mettre au jour plusieurs mécanismes psychologiques, cognitifs, sociaux, pour résoudre cette énigme. Et alors, il y a une personne avec laquelle on est certain que vous ne partirez pas en vacances, c'est Simone de Beauvoir. Prend de nombreuses balles perdues dans l'ouvrage, et notamment, vous racontez, ce qui m'a fasciné, qu'en rentrant de la Chine maoïste, elle publie 500 pages à la gloire Oui. de Mao. Comment expliquer ça? Oui, parce que c'est Simone de Beauvoir qui reste une idole à gauche, alors que dans les années 50, elle part en Chine, elle voyage plusieurs semaines en Chine, elle rencontre Mao, et à ce moment-là, c'est déjà une dictature. Et elle voit que c'est une dictature, elle le sait, d'ailleurs elle le justifie dans certains de ses livres, et en rentrant de son voyage, elle, effectivement, 400 pages à la gloire de Mao, où elle explique que les Mao inspirent un sentiment très rare du respect, que Mao est une sorte de philanthrope. Elle écrit le maoïsme est un humanisme. Elle dit en réalité les politiques qu'ont mis en place Mao et son régime, c'est les politiques qu'aurait mis en place tout gouvernement soucieux du bien-être de son peuple. Et pendant 400 pages, c'est ça, de façon très lyrique, une défense du maoïsme. Elle justifie l'interdiction de la presse d'opposition, etc. Et c'est très étonnant parce que, au final, on sait que Mao, c'est sans doute le plus grand criminel de masse de l'histoire de l'humanité. Les estimations varient, mais on est sans doute autour de 50 millions de morts. Enfin, les estimations varient entre 40 et 80 millions de morts. Et donc Simone de Beauvoir en a fait l'éloge, et en a fait l'éloge pendant plusieurs décennies, jusqu'au moins au milieu des années 70. Donc c'est effectivement très étonnant. Il n'y a pas que Simone de Beauvoir d'ailleurs, c'est à ce moment-là sur Mao, c'est toute l'intelligentsia de gauche qui s'est trompée. Je parle notamment d'un homme qui s'appelle Simon Leys, qui est rentré d'Asie dans les années, fin des années 60 ou début des années 70, et qui a écrit un livre, les habits neufs, les habits neufs du président Mao, le titre n'est peut-être pas exact, mais je crois que c'est ça, où il expliquait que le bilan humanitaire du régime n'était pas très reluisant. Et la presse de gauche l'a presque diffamé. Le Nouvel Obs a accusé Simon Leys d'être un charlatan. Le Monde a écrit que Simon Leys ne savait pas de quoi il parle. Et en parallèle, Le Monde continuait, là on est en 1974 à peu près, Le Monde continuait à publier des tribunes de Roland Barthes qui rentrait de Chine et expliquait que les paysans chinois étaient extrêmement heureux, que tout allait bien pour eux, et que la France devrait s'inspirer de ce qui se faisait en Chine. Donc voilà, effectivement, c'est assez étonnant. Et vous dites que Roland Barthes, par exemple, se scandalise sur le retour de la nourriture dans l'avion plutôt Oui. que de ce qu'il a vu sur place. C'est extraordinaire. C'est ça, il écrit ça je crois que c'est chez Gallimard qui a senti le besoin de publier plusieurs années plus tard ses carnets où il raconte son voyage en Chine. Et donc, c'est assez drôle, il raconte en fait tout ce qu'il voit en Chine. Donc évidemment, c'est un voyage où on lui montre de la propagande. Et à aucun moment, il ne questionne ce qu'on lui montre.
il voit par exemple des élevages et il dit c'est très bien, les animaux sont bien traités, il y en a beaucoup, les Chinois doivent être bien nourris, etc. Il ne questionne jamais ce qu'il voit, il ne se scandalise de rien du tout, alors que lui savait aussi que c'était une dictature. Par contre, un moment d'indignation dans le carnet, c'est dans l'avion du retour ou de l'aller, je ne sais plus. Il explique, je ne sais plus exactement quoi, mais que Air France ne sert même pas de champagne et que les œufs étaient trop cuits ou quelque chose comme ça, et que c'est un scandale et qu'il hésite à faire une réclamation. Donc oui, assez étonnant cet aveuglement moral sur les questions importantes au XXe siècle. Votre ouvrage appuie sur un paradoxe fascinant qui est, on parle de gens intelligents, que ce soit probablement au niveau du quotient intellectuel, certainement au niveau de la culture, de la capacité de réflexion, et qui, du sommet de cette intelligence-là, parviennent à justifier à la fois des atrocités morales et des bêtises colossales. Et donc tout l'ouvrage, je dirais, tourne autour de ce paradoxe intéressant. Comment est-ce que vous, globalement, est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir expliquer que les intellectuels, alors les intellectuels, il y en a de tous les bords, il y en a de toutes les couleurs, entre guillemets, comment êtes-vous capable d'expliquer qu'en tant que classe, il y ait des mécanismes qui poussent peut-être spécifiquement les intellectuels à la bêtise, à la fois factuelle et morale, plus que d'autres, par exemple? Oui. Donc, je pense que les explications sont évidemment multiples. Il y a une explication qui est cognitive, c'est-à-dire que donc, pendant longtemps, on a cru que l'être humain raisonnait pour accéder à la vérité. Puis un jour, on a montré que l'être humain était plein de biais cognitifs, et donc on a dit ah bah c'est dommage, la raison remplit mal sa fonction. Mais moi, je m'appuie beaucoup sur deux chercheurs français, mais plus lus dans le monde anglo-saxon d'ailleurs, qui s'appellent Hugo Mercier et Dan Sperber, et qui montrent que la fonction de la raison, en fait, n'est pas, ou pas uniquement en tout cas, de nous mener à la vérité. Sinon, on ne serait pas conformiste, sinon on n'aurait pas plein de biais cognitifs. La fonction de la raison est aussi sociale. C'est-à-dire que l'évolution nous a prédisposés à raisonner pour nous faire bien voir des autres. Jonathan Haidt, que je sais que vous aimez bien aussi, parle de ça. Il dit imaginez deux hommes. L'un est obsédé par la vérité, raisonne très très rigoureusement et parvient à l'opinion juste tout le temps. Mais ça le mène évidemment souvent à s'opposer au consensus de son milieu. Et il finit comme Socrate. Voilà. Et maintenant, imaginez le deuxième qui est plus conformiste et qui raisonne, non pas pour accéder à la vérité, mais simplement pour rationaliser a posteriori ce qui fait plus ou moins consensus dans son milieu. Et Haidt nous dit lequel des deux hommes aurait plus survécu. Et évidemment, le premier, c'est Socrate qui a été tué. Et le deuxième, c'est davantage notre ancêtre. Donc, la raison humaine a été les forces sélectives qui se sont appliquées sur la raison humaine ont façonné la raison de telle sorte qu'elle ne nous mène pas toujours vers l'opinion le plus juste, mais vers ce qui fait consensus à un moment donné dans notre milieu. Et donc, la raison n'est pas complètement... elle est tiraillée entre ces deux forces, le souci de la vérité, le souci d'être bien vu. Et donc, parfois, le problème, c'est que donc, parfois, le prix de l'erreur est élevé. Et lorsque le prix de l'erreur est élevé, la littérature sur le raisonnement motivé le montre, on a davantage tendance à raisonner rigoureusement et à parvenir aux opinions justes. En revanche, quand le prix de l'erreur est faible, la raison nous oriente plutôt vers ce qui fait consensus dans notre entourage. Or, si vous prenez des métiers, par exemple un pilote d'avion, pour lui, prendre une mauvaise décision, ça signifie la mort. Il joue sa peau. Il joue la vie de ses passagers en même temps que la sienne. Alors qu'en revanche, l'intellectuel, il n'y a pas de mécanisme de feedback, de retour. Il peut... Retour du terrain. Voilà, il n'y a pas de retour du terrain. Il peut... sa réputation n'est pas indexée, ou pas uniquement, en tout cas, sur la validité de ses opinions. C'est-à-dire qu'on l'a dit au début, Simone de Beauvoir s'est trompée globalement toute sa vie. On a parlé de Mao, mais il y a aussi un livre qu'elle a écrit toujours dans les années 50, qui s'appelle La morale de l'ambiguïté, où elle justifie le goulag, les meurtres de masse. Elle explique que tout cela, elle comprend que ça puisse choquer, mais ça peut se comprendre, puisque c'est au nom, je cite, de la construction positive communiste. Et je cite à nouveau, il s'agit d'apporter un immense bonheur à une immense masse d'hommes. Donc elle dit en quelque sorte, la fin justifie les moyens, le goulag est justifiable. Eh bien, ça a toujours été une égérie intellectuelle à gauche, Simone de Beauvoir. Elle n'a pas directement payé le prix pour ses erreurs. Alors qu'à l'inverse, le coût de la vérité peut être très élevé pour un intellectuel qui dit la vérité lorsque le consensus est contraire à cette vérité. Le bon exemple, à nouveau, c'est Simon Leys. Simon Leys qui disait la stricte vérité sur Mao, eh ben,
il subissait des ricaneries dans le monde universitaire et il voulait mener une carrière universitaire, mais les portes de l'université se sont plus ou moins refermées sur lui. Et, euh, et, euh, et le monde et l'intelligentsia de gauche le diffamaient tout en révérant le petit livre rouge de Mao. Donc lui n'a pas. Donc voilà, donc dans ces conditions où la vérité peut être très coûteuse et l'erreur est très peu coûteuse, la raison nous oriente davantage vers la rationalité sociale, on va dire, que vers la rationalité épistémique. C'est une thèse particulièrement intéressante et ce qui m'a particulièrement passionné, c'est que quelqu'un de normal, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un intellectuel, vous le dites, aura dans son cercle d'amitié des gens qui ne sont pas journalistes, éditeurs, intellectuels. Le boulanger aura des amis qui auront des opinions politiques diverses et surtout, en changeant d'opinion politique, a priori n'aura pas une mort de vie sociale, n'aura pas une fin de vie sociale. Tandis que quelqu'un qui est vraiment 100%, et ça existe, inséré dans un monde médiatique, intellectuel, universitaire, journalistique et d'édition, lui, pour le coup, en cas de changement d'avis, c'est un changement de vie sociale. Et donc là, pour parler de votre distinction, disons, rationalité épistémique, donc la vérité en tant que telle, rationalité sociale, le conformisme, pour les intellectuels, le poids vers le conformisme de milieu, et un milieu, ça peut être une revue, par exemple, souvent c'est un café, c'est des gens qui se côtoient, c'est des amitiés, c'est des verres pris. Un colloque, c'est des gens qui se côtoient. Un ouvrage collectif, c'est des gens qui prennent un pot à un moment quand ils le publient. Enfin, tout ça, l'amitié est complètement liée. Et donc forcément, là-dedans, la possibilité de dire autre chose que votre milieu social, avec un cerveau qui est le nôtre, qui est adapté à un conformisme de tout temps, alors là, cette partie-là du cerveau est radicalisée en quelque sorte. Et là, chez l'intellectuel, qui a normalement pour métier de faire de la recherche de la vérité en tant que telle, quelles que soient les conséquences, à la Socrate quand on veut radicaliser le geste, là, pour le coup, il se retrouve en porte-à-faux avec sa réalité sociologique. Et je pense que c'est une grille de lecture que vous posez qui me paraît très instructive pour expliquer pourquoi, en tant que classe, entre guillemets, il se trompe autant. Absolument. Et ça s'applique à la classe intellectuelle au sens large. On peut aussi inclure les journalistes dedans, par exemple. L'exemple que je donne, c'est un journaliste de Libération, par exemple. Nos amis, en général, c'est très souvent nos collègues. Donc, ses amis, il se trouve que tous ses amis pensent comme lui et ont construit leur identité sur le social, en tout cas sur le fait d'être plutôt à gauche. Donc, s'ils changent d'avis, ça a des répercussions professionnelles, des répercussions sociales, etc. Alors que l'employé de chez Airbus, il ne construit pas son identité sociale sur ses opinions politiques. Et au travail, il y aura des employés de droite, des employés de gauche. Donc si un jour il dit plus ou moins du bien de Trump, par exemple, et que le lendemain il change d'avis, bon, il va monter un peu dans l'estime de certains amis, baisser un peu dans l'estime d'autres, mais ce n'est pas absolument décisif. Alors que oui, pour la classe intellectuelle, les opinions sont centrales dans l'identité sociale. Et je pense que c'est encore pire pour les intellectuels qui ont publiquement fait étalage de certaines opinions. Le coût social du changement d'avis est encore plus élevé parce que pour un individu qui n'est pas un intellectuel, qui ne parle pas publiquement, il peut exprimer certaines opinions dans des cercles privés, dans des dîners. Il y aura 7 personnes qui les ont entendues. Il peut, auprès d'autres amis, changer d'opinion. Mais pour l'intellectuel, à chaque prise de parole, c'est un livre écrit, des plateaux, Notamment quand ils font des prévisions. Voilà. Une fois qu'ils font une prévision, ils rentrent dans la rationalisation a posteriori de leur prévision. Tout doit rentrer dedans. Ils sont là et ils sont pris par leurs propres paroles publiques en quelque sorte. Ils se créent un personnage dont il est très dur de se défaire. Exactement. Et un bon exemple de ça que je donne dans mon livre, c'est l'attitude de Libération, quand le journal Libération, justement, quand les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir au Cambodge. Libération a titré « Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh » le jour de l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir. Donc c'est enthousiasmé pour le monde aussi d'ailleurs, hein, mais je parle surtout de Libération. C'est enthousiasmé vraiment pour l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir. Puis ils avaient surtout un journaliste qui s'appelait, je crois, Patrick Ruel, qui s'occupait de ces sujets. Puis pendant plusieurs mois, a continué à faire l'éloge du régime parce qu'il l'avait fait initialement, il ne pouvait plus changer d'avis. Puis petit à petit, alors même qu'au bout d'un an et demi, le monde commençait timidement à faire état d'un bilan humanitaire assez mauvais, Libération a continué à s'enfoncer dans son erreur, à dire que les récits de réfugiés qui nous arrivaient, en fait, étaient des fake news propagés par les anticommunistes pour faire le jeu de la droite, etc. Et les anticommunistes viscéraux
et donc à continuer à s'enfoncer dans son mensonge, à inverser le mensonge et la vérité. Et seulement 2 ans ou 2 ans et demi plus tard, alors que, bon, il faut rappeler qu'il y a eu un génocide et 2 millions de personnes sont mortes, a commencé à dire qu'il s'était trompé. Mais le déni a duré près de 2 ans et demi contre toutes les évidences. Et sur ce sujet, j'invite aussi à lire La connaissance inutile de Jean-François Revel, qui montre que l'histoire du XXe siècle, les erreurs sont impardonnables, parce qu'en fait, la connaissance était là. Tout était documenté. C'est pas comme si, parce qu'on peut s'imaginer qu'ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas Twitter, donc les informations circulaient moins, les vidéos étaient moins en direct, etc. Oui, oui. Bien sûr, il y a une part de vrai, mais Jean-François Revel démontre que les choses étaient très bien documentées, tout était accessible, et simplement ces gens-là fuyaient l'information tellement ils avaient investi dans leurs opinions et tellement ils avaient publiquement, tellement ils étaient allés loin. Et voilà, toute leur intelligence était mise au service de la rationalisation de leurs erreurs passées plutôt que de la recherche de la vérité. Donc là, on a parlé du conformisme social d'un milieu qui est tout entièrement intellectuel et qui se tient par là. On a parlé de la difficulté je dirais, de la prophétie, de la prévision qui nous enchaîne à des opinions passées, qui on peut lier à l'image publique en général sur une ligne. Oui, juste sur cette question de la prévision, je pense que c'est aussi intéressant de parler d'une grande étude qu'a fait un chercheur qui s'appelle Philippe Tetlock, qui a interrogé des chercheurs, des intellectuels sur 10-20 ans. Et dans les années 80, il leur a demandé de faire leurs prévisions sur les principaux événements plusieurs décennies plus tard. Et enfin, pendant les décennies qui allaient suivre, événements géopolitiques, économiques, etc. Et le résultat, c'est que donc, les intellectuels et les commentateurs n'ont pas du tout fait des meilleures prévisions que les gens lambda qui le demandaient. Et pire que ça, les intellectuels qui avaient la meilleure réputation ont fait les pires prévisions. Et surtout, la réputation des intellectuels n'était absolument pas affectée par la nullité de leurs prévisions. C'est extraordinaire. Évidemment, il y avait dans le lot des bons intellectuels qui avaient des prévisions plutôt justes, mais ceux-ci n'acquéraient pas une meilleure réputation grâce à leurs prévisions justes. Donc on retombe sur ce que je disais au début, le prix de l'erreur est quasi nul souvent pour les commentateurs et les intellectuels. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Et je pense qu'un dernier élément, un élément supplémentaire qu'il faudrait ajouter à ça, c'est la comparaison que vous faites en passant entre le boulanger et l'intellectuel. Le boulanger, s'il a une théorie fausse sur son métier, sur la façon dont il a de travailler, l'erreur se voit tout de suite. Il décide de cuire son pain 20 degrés de plus qui ressort brûlé. Il comprend qu'il faut qu'il ajuste. Donc la distance conceptuelle entre ses théories et la pratique est courte. Il fait quelque chose, il voit le résultat. Tandis que l'intellectuel, étant dans les plus hautes sphères, il peut théoriser quelque chose, l'idée va vivre sa vie pendant 20-30 ans. On dit par exemple parfois en blaguant que les mauvaises idées qui démarrent en sociologie font tous les départements et 50 ans plus tard terminent en théologie. Donc son idée va flotter. Elle aura des conséquences diverses. Il aura peut-être même oublié qu'il l'avait professé avec autant d'ardeur quelques décennies plus tôt. Et il ne verra pas le rapport à la conséquence. Et donc, on pourrait dire que, pour faire un trait d'esprit, que le boulanger est tenu par son pain et que l'intellectuel est tenu par ses pairs. Et que ça n'a pas du tout le même rapport à la réalité où vous parlez de feedback. L'un des deux a un retour de terrain et l'autre a uniquement un retour, disons, horizontal sociologique. Oui, absolument. Absolument. Et par conséquent, étant donné qu'il n'a pas à chaque étape le retour d'expérience, il peut partir d'une prémisse erronée de laquelle il n'aura pas le retour d'expérience. Et s'enfoncer. Et s'enfoncer et construire une théorie brillante, complexe sur cette prémisse erronée. On peut penser à l'idée de la valeur travail chez Marx, qui était l'idée que la valeur d'un bien était le fruit de la quantité et l'effort investi dans la production de ce bien, et non simplement de l'offre et la demande. Et voilà, donc Marx a construit des théories entières avec à la base cette prémisse erronée parce qu'il n'y avait pas le retour d'expérience. Et je pense aussi que, comme vous le dites, le boulanger, sa réputation ou le nombre de clients qu'il obtient, c'est très largement en fonction de la qualité objective de son pain que les clients évalueront. Alors que l'intellectuel, c'est pas ça, parce que les critères d'évaluation empirique d'une idée, souvent, sont distants dans le temps. Par exemple, l'économiste qui dit qu'il faut passer à 80% d'impôts en France, étant donné que son idée n'est pas immédiatement appliquée,
on ne peut pas savoir immédiatement si c'est une bonne idée ou pas. Et quand bien même elle serait appliquée, les critères d'évaluation sont subjectifs. On pourrait dire oui, ça crée de la pauvreté, mais il y a moins d'égalité, etc. Donc les critères d'évaluation empirique pour les intellectuels ne sont pas immédiatement accessibles. Et par conséquent, voilà, il y a pas alors que le pain, il est bon ou il n'est pas bon, et on le sait immédiatement. Donc oui, vous avez raison. Et Orwell, d'ailleurs, qui était très critique à l'égard des intellectuels de son époque, disait que le problème des intellectuels, c'est que ils étaient récompensés, non pas quand ils disaient la vérité, mais quand ils caressaient leur lectorat dans le sens de leur inclination idéologique. Donc ils étaient souvent capturés par leur lectorat, ils étaient obligés Et après, c'est même pas cynique en fait de la part des intellectuels. C'est comme je le disais au début, c'est la raison nous oriente vers ce qui promeut notre réputation et nous aide et nous est bénéfique socialement. Donc ces processus-là sont largement inconscients, mais oui pour les commentateurs et les intellectuels, les incitations psychologiques ne sont pas les mêmes que pour d'autres. Vous donnez une statistique extraordinaire sur le fait que 70% des personnes préféraient être amputées d'une main que d'être traitées de pédophile ou qualifiées d'avoir une réputation de pédophile. C'est extraordinaire. Oui. On voit que là, le qu'en dira-t-on, il y a vraiment une case mentale extraordinairement puissante et suffisante, même disons que la part de notre cerveau qui calcule notre réputation a vraiment une puissance directrice sur le reste du comportement qui est extraordinairement forte et qui fait que les gens passent leur temps dans un regard, dans un geste, une intonation chez les autres, à essayer d'estimer où est-ce qu'ils sont situés dans la hiérarchie d'appréciation. Mais en fait, il y a une certaine logique évolutive à ça. Il y a un chercheur qui s'appelle Richard Wrangham qui montre que pendant 600 000 années, chez les chasseurs-cueilleurs, les dissidents étaient parfois directement exécutés. C'est pas juste qu'ils étaient mis au banc, ils étaient directement exécutés. Donc leur gène sortait du pool génétique. Et par ailleurs, aujourd'hui, on vit dans une société où, par exemple, si on a une mauvaise interaction avec quelqu'un dans la rue, ou si on se fait insulter sur les réseaux sociaux, en vérité, c'est pas très grave pour notre vie parce que c'est des personnes qu'on ne recroisera pas. Oui. Mais le cerveau a été façonné par l'évolution à une époque où on vivait dans des petites communautés. Donc toute interaction négative, on en subissait ensuite les conséquences. Toutes les personnes qu'on se mettait à dos, c'était des personnes qui devenaient des ennemis et dont ensuite il allait falloir se méfier. Donc on est trop soucieux de notre réputation par rapport à ce qui serait optimal dans nos environnements modernes, mais c'est le fruit de forces sélectives qui se sont appliquées dans un environnement qui n'est pas le nôtre en effet. Je voulais vous parler d'un exemple que je trouvais intéressant dans ce rapport à l'abstraction chez les intellectuels. Je me souviens d'une émission de On n'est pas couché d'il y a un certain temps, dans laquelle Géraldine Mühlmann interpellait Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk faisait une sorte d'éloge du bon sens, et Géraldine Mühlmann lui tombait dessus en disant c'est facile de faire l'éloge du bon sens, chacun met un peu ce qu'il veut derrière le bon sens. Le bon sens, ça devient en fait une opinion normative déguisée en disant les gens pensent que, etc. Et c'est évidemment ce reproche à sa pertinence. Mais néanmoins, il me semble que, et c'est une phrase que vous citez beaucoup dans votre ouvrage, d'Orwell, il y a des bêtises tellement abstraites en quelque sorte, ou tellement extraordinaires que seuls les intellectuels peuvent y croire. Et je pense que typiquement, quelque chose comme l'écriture inclusive n'aurait pas pu être inventé par des agriculteurs. Enfin, il y a un niveau d'abstraction dans la bêtise, de vouloir refaire le langage par le haut, vraiment de vivre dans les nuages des idées fausses, en fait, qui encore une fois, qui n'est pas accessible au boulanger pour les raisons qu'on a évoquées. Absolument. Et je pense que c'est pour ça que la démocratie, en quelque sorte, est importante. C'est pas que l'homme ordinaire ne peut pas se tromper. Évidemment que l'homme ordinaire peut se tromper. Mais c'est que l'élite qui prétend décider à sa place, souvent, se trompe davantage. Je parle dans le livre dans les années, même avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30-40, Ayn Rand, par exemple, aux États-Unis, qui a fait un livre très critique du communisme, parce qu'elle venait elle était réfugiée de Russie post-révolution, et elle avait connu l'horreur du communisme, et donc elle racontait ça dans un livre qui s'appelait Nous les vivants, et donc un livre qui finalement, quand il a enfin été publié, s'est écoulé à 1 million d'exemplaires, un best-seller total, mais pendant des mois et des années, elle ne trouvait pas d'éditeur, parce que tous les intellectuels new-yorkais et tous les éditeurs new-yorkais étaient favorables au communisme et pensaient qu'il fallait aux États-Unis instituer une société communiste. Donc heureusement qu'à cette époque, le bon sens de l'homme ordinaire ne faisait contrepoids aux passions de l'intelligentsia qui racontait absolument n'importe quoi. Pareil, Orwell en Angleterre ne trouvait pas d'éditeur pour son livre La ferme des animaux.
Parce que la ferme des animaux critiquait, critiquait Staline. Ouais. Et Orwell, d'ailleurs, a plusieurs phrases absolument géniales là-dessus, où il dit que l'intelligentsia britannique avait développé une forme de loyauté nationaliste à l'égard de Staline. C'est-à-dire que le patriotisme était très mal vu pour les intellectuels de gauche, et donc, mais le patriotisme était un besoin de l'âme humaine, et donc ils transféraient leur besoin de patriotisme à l'URSS, et ils étaient patriotes soviétiques. Et donc il a des phrases comme ça absolument géniales, et donc heureusement à nouveau à cette époque que le bon sens de l'homme ordinaire, le sens commun, faisait contrepoids au biais de l'élite. C'est-à-dire que si ces pays-là avaient été moins démocrates à ce moment-là, la trajectoire des pays occidentaux aurait été absolument plus catastrophique, et on ne serait pas aujourd'hui en train de parler dans un tel confort. Ouais. C'est intéressant comme piste parce que je pense pas que c'était toujours le cas de tout temps, mais quand même récemment, il y a en effet une sorte, Scruton parlerait d'oikophobie Ouais. chez les intellectuels, d'ethnomasochisme, c'est-à-dire tout ce qui vient de nous est un peu pathétique et chauvin et déplorable, et donc de se trouver en effet des patries de substitution et des fascinations pour des pays étrangers. C'est-à-dire que quand on reprend les descriptions que vous nous faites de tous ceux qui sont allés visiter les pays communistes dans les années 50-60, il y a, je pense, dès le début, dans leur biais, une volonté de trouver ça génial. Et c'est cette volonté-là qui est intéressante à interroger. Alors, pourquoi sont-ils arrivés dans ces pays-là avec, entre guillemets, leur appareil photo pour avoir des posters de leur chambre, si vous voulez. Absolument. Et le concept d'oikophobie de Scruton est génial. Et Scruton, dans le texte où il parle d'oikophobie, reprend notamment Orwell, qui déjà dénonçait l'anglophobie des intellectuels. Orwell a une phrase géniale, il dit « Le fait est étrange, mais incontestablement vrai ». L'humour est beaucoup dans le « mais incontestablement vrai », qu'un intellectuel de gauche aujourd'hui, donc il parle dans les années 40, préférerait être aperçu en train de voler dans une boîte à dons pour pauvres qu'en train de chanter l'hymne national avec la main sur le cœur. C'est-à-dire que le patriotisme était extrêmement mal vu pour les intellectuels de gauche. Et Orwell dit notamment que il impute à la gauche anglaise et aux intellectuels de gauche anglaise les accords de Munich, parce qu'il dit vous vous étonnez des accords de Munich, mais ça fait des années que vous délégitimez le sentiment nationaliste et patriotique. Et c'est pour cela, finalement, que l'armée a du mal à recruter, que les jeunes... Il y avait une motion à Oxford dans les années 30 qui disait, à la Oxford Union, le club de débat, cette chambre ne se battrait pas pour sauver l'Angleterre. Et à 75%, les étudiants ont voté favorablement. Bon, finalement, il faut quand même saluer le courage de la jeunesse anglaise qui a sauvé l'Europe, mais des aviateurs anglais, etc. Mais voilà, je pense que c'était pas les étudiants d'élite et que c'était la jeunesse, l'homme ordinaire qu'applaudissait Orwell. Donc oui, l'anglophobie, le rejet des intellectuels de leur propre patrie, c'est quelque chose d'extrêmement étrange. Je pense qu'il y a plusieurs pistes pour l'expliquer. Une des pistes, c'est que les intellectuels ont peut-être besoin de se donner un rôle. Et donc, par exemple, aujourd'hui, les sociologues déterminent à la fois la demande à la fois l'offre de sociologie critique et aussi la demande de sociologie critique. Plus les sociologues disent que nos sociétés sont patriarcales, plus on a besoin de sociologues pour nous offrir le remède. Donc il y a une forme d'incitation à critiquer. Il y a une phrase de Lincoln que je cite dans mon livre où il dit le problème, c'est que des génies continueront à apparaître parmi nous. Mais l'ego des génies ne peut pas être satisfait par le fait de simplement révérer les constructions du passé et dire que tout va bien. Les génies auront besoin de créer eux-mêmes, donc de congédier ce qui leur préexistait, donc de critiquer. Donc voilà, il y a une incitation, je pense, très forte pour les intellectuels à critiquer ce qui existe. Et c'est aussi pour ça, je pense que la fascination pour le communisme et le maoïsme, etc., remplissait cette fonction psychologique. Il y a une phrase de Revel c'était une forme d'utopie. Et donc, il y a une phrase de Revel qui résume ça, il dit « L'utopie remplit une fonction psychologique, elle sert à critiquer ce qui existe au nom de ce qui n'existe pas. » Donc c'était une forme de contre-modèle, et c'était pour ça que les intellectuels admiraient, je pense, Cuba, la Chine, le communisme, les Khmers rouges, etc. Simplement que ça leur permettait de légitimer leur critique de ce qui existait chez eux. Il y a une très belle phrase de François-Xavier Bellamy qui parlait du sophisme antinaturaliste. Donc le sophisme naturaliste, on connaît, dire les choses ont toujours été comme ça, donc c'est très bien. Donc là, on passe d'une affirmation factuelle, les choses ont toujours été comme ça, à une affirmation normative, donc c'est très bien.
Et le sophisme antinaturaliste est de cette façon beaucoup moins intuitif et justement typiquement intellectuel, tandis que peut-être que le sophisme naturaliste est beaucoup plus populaire, entre guillemets. Le sophisme antinaturaliste, c'est de dire ça n'a jamais existé, donc c'est très bien. Et là, pour le coup, au moins le premier peut, dans certains cas, avoir une sorte de bon sens avec lui, qui est ce bâtiment a toujours tenu quand on l'a construit comme ça, faisons pareil. Mais là, vraiment, il y a un degré, encore une fois, d'abstraction qui est cette chose-là n'a jamais existé, on n'a jamais essayé le vrai communisme, par exemple, donc c'est génial. Ouais. Et là, je pense qu'encore une fois, on est sur une disposition de l'esprit qui est stricto sensu propre aux intellectuels. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir, et vous le faites bien dans votre ouvrage, à quel point les intellectuels, globalement, également pour ce qui est du nazisme, ont une sorte de fascination pour les totalitarismes. Vous dites par exemple que Bertrand Russell, le grand philosophe, prônait une sorte de désarmement du Royaume-Uni dans les années 30. Oui, il a une phrase exceptionnelle de Russell où il dit il faut qu'on arrête de s'armer. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se mette plus ou moins sur la plage, qu'on accueille les nazis à bras ouverts et ils trouveraient attendrissant notre mode de vie et eux aussi baisseraient leurs armes et accepteraient de rentrer chez eux. Une phrase exceptionnelle. C'est incroyable. Ouais, non, mais, et je pense que dans l'explication du totalitarisme, enfin de la fascination des intellectuels pour le totalitarisme, alors évidemment, il y a aussi des intellectuels comme Arendt et Orwell qui l'ont magnifiquement critiqué, mais il y a quand même, je dirais, vous vous dites par exemple que Hitler est accueilli sur les campus allemands avec ferveur. Je pense qu'une partie d'explication, c'est que le totalitarisme crée une illusion, mais puissante, d'un système cohérent. Et ça plaît vraiment, je dirais, à l'esprit intellectuel, Oui. qui est l'exception a été balayée et on a un cadre hyper cohérent. Et l'intellectuel est là, formidable. J'ai mon petit train idéologique avec lequel je peux jouer Ouais. qui est tout propre. C'est exactement ça. Je pense que les démocraties libérales, ça peut être frustrant pour les intellectuels parce que l'ordre est plus ou moins spontané, construit par le bas. Les évolutions de la société sont beaucoup le fait des entreprises qui innovent, de la demande des citoyens, de l'homme ordinaire qui choisit d'allouer ses ressources plus dans certains produits que d'autres. Et parfois, l'intellectuel n'est pas d'accord avec les jugements de l'homme ordinaire et il aimerait imposer verticalement ses jugements. Le rôle de l'intellectuel dans une démocratie libérale ne peut qu'être malheureusement pour lui descriptif. Il ne peut pas, alors que dans des systèmes plus autoritaires, l'intellectuel théorise sur sa feuille de papier la société idéale et le politicien applique les théories de l'intellectuel très directement. C'était à nouveau de citer Orwell très souvent, mais Orwell a énormément parlé du sujet des intellectuels. Ouais. Orwell disait en fait, quand je regarde l'intellectuel type qui est fasciné par Staline en Angleterre, c'est souvent quelqu'un d'un peu frustré qui estime qu'il n'a pas assez de reconnaissance sociale et qui, en URSS, a l'impression que c'est un régime où ce sont les intellectuels qui tiennent le fouet, Qui gouverne. Ouais. qui gouvernent. Il y a un anarchiste russe qui dit qu'en réalité, les intellectuels en URSS étaient très favorables au communisme parce que ce qu'ils voulaient instaurer, c'était une pédantocratie, c'est-à-dire un régime où les pédants, c'est-à-dire les intellectuels marxistes, gouverneraient. Donc je pense que voilà, il y a une certaine fascination pour les il y a aussi c'est Aron dans ses mémoires qui revient sur la polémique, il valait mieux, enfin sur l'idée qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Et il tente d'expliquer pourquoi on ne voulait pas avoir raison avec Aron, pourquoi l'intelligentsia ne voulait pas avoir raison avec Aron. Et il dit une phrase, je cite de mémoire, mais du style l'intelligentsia ne me pardonnera jamais de ne pas leur avoir donné le plan pour atteindre la société parfaite. Parce que voilà, dans les démocraties libérales, il n'y a pas de plan. Les gens sont libres, les gens allouent leurs ressources comme ils veulent, les gens vivent leur vie plus ou moins comme ils veulent. Il n'y a pas de grand plan imposé par le haut avec l'intellectuel qui outrepasse les jugements des gens et qui impose les siens. Alors vous dites que l'intellectuel parfois doit subir entre guillemets les choix de l'homme ordinaire qui ne choisit pas comme lui aimerait qu'il choisisse, donc un paternalisme. C'est tout à fait juste. J'ajouterais que ça va peut-être un peu plus loin, que dans certains cas, on a le sentiment de voir des intellectuels qui attendent de savoir ce que les classes populaires vont prendre comme idée pour ensuite se poser en contre-pied. C'est-à-dire que si vous regardez toutes les inquiétudes un peu massives de l'électorat français, par exemple, il y a dans la discipline universitaire, notamment dans la sociologie, et c'est un peu ça qui est derrière, je dirais, l'accusation de demi-habilisme qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, où on parle de demi-habile. C'est souvent cette volonté de se dire
Moi, j'ai étudié pendant, par exemple, une décennie la sociologie. J'ai sacrifié beaucoup de ressources et de temps dans cette quête quand même pas évidente. Peut-être que j'ai fait une thèse, peut-être que j'ai passé une agrégation. Dans tous les cas, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai pas fait tout ça, en fait, pour déjà avoir un revenu qui aujourd'hui, notamment en sociologie, va être très faible, encore plus par rapport aux pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, pour en fait avoir aucun élément différenciant avec le peuple. Donc il faut au moins que la distinction se fasse dans les idées, dans les concepts, et que moi je ne sois pas d'accord avec le PMU. Et il me semble que le tout sauf le PMU, c'est une espèce de mantra instinctif qui fait des dégâts terribles, parce qu'à l'inverse, il ne s'agit pas de dire qu'il faut être d'accord avec le PMU systématiquement, mais les deux sont un dogmatisme, et aujourd'hui, au même titre qu'il y a un sophisme antinaturaliste, la sociologie particulièrement se gargarise de son désaccord avec les masses. Absolument. Et c'est vrai que souvent, des théories populaires, même à toutes les époques, même avant le wokisme, à l'université, c'est des théories. C'est aussi la thèse de Raymond Boudon dans Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme. C'est des théories qui disent que, en fait, l'homme ordinaire a le cerveau lavé et vit encore dans la caverne. Et que voilà, les étudiants en sociologie, eux, ont appris à déceler les structures sous-jacentes, les mécaniques d'oppression auxquelles l'homme ordinaire est invisible et vont éveiller l'homme ordinaire. Mais ça existait même avant le wokisme. Foucault, par exemple, qui explique que on s'en rend pas compte, mais nos sociétés reposent sur l'enfermement généralisé. C'est ça, c'est-à-dire il dit au peuple, vous êtes aveugle, vous ne voyez pas qu'on vit dans une immense prison, vous croyez être heureux, mais en fait vous ne l'êtes pas. Et c'est ça, le Nietzsche, même le nietzschéisme, c'était ça. L'homme est en fait animé par le ressentiment. Freud, c'était ça aussi. C'était, il y a quelque chose dans le cerveau humain, l'inconscient, et en fait, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Et moi, je vais vous apprendre ce que vous voulez vraiment en analysant vos rêves. Bon, évidemment, la théorie peut avoir ses mérites par ailleurs, mais il y a souvent ça. Voilà. Aujourd'hui, une version un peu bas de gamme, si vous voulez, de cette théorie, c'est l'idée que les gens votent mal parce qu'ils ont le cerveau lavé par les chaînes d'infos en continu. Ouais. Donc effectivement, il y a ça. Et bon, et le wokisme, c'est peut-être le meilleur exemple. Le féminisme, les femmes choisissent mal les carrières vers lesquelles elles veulent s'orienter parce qu'elles ont le cerveau lavé par le patriarcat, parce qu'elles ont intériorisé des stéréotypes de genre. Et donc, il y a besoin de l'intellectuel qui va non seulement les rééduquer, mais imposer verticalement certains choix, la parité, etc., pour que le peuple comprenne qu'en fait ces choix-là sont les meilleurs pour lui et à terme n'ait plus besoin de l'intellectuel et les choisisse lui-même. Mais je pense que c'est une idée souvent fausse. Et le paradoxe, notamment que le philosophe thomiste Alasdair MacIntyre soulignait sur Marcuse, Marcuse elle est vraiment dans le paternalisme de cette tradition-là, du gauchisme culturel, elle est extraordinairement loin, c'est que il parle d'un système de contrôle étouffant et omniprésent qui aurait en effet, comme vous dites, lavé le cerveau des populations qu'il analyse, mais manifestement dont lui serait intégralement exempt. Non seulement que lui n'aura pas été contaminé idéologiquement, mais en plus, en théorisant le fameux système avec un S majuscule omnipotent et omniprésent, comment se fait-il que les ouvrages de Marcuse aient pu avoir un tel succès et qu'ils aient pu les vendre tranquillement et faire une belle carrière derrière? Donc il y a une espèce de fascination pour la dissidence un peu extraordinaire. Et par-dessus ça, cette espèce d'exemption il y a une grande propagande, mais qui, moi, ne m'a pas affecté pour une raison autre. Peut-être que je suis un surhomme intellectuel, peut-être que je suis sur une montagne comme un ermite et que je ne suis pas contaminé par les médias propagande, etc. Et donc, il y a toujours un complexe de supériorité dans la position de tout le monde subit une propagande, sauf moi, qui la perçoit et qui la dénonce. Et après, ensuite, par ailleurs, je suis un courageux dissident qui, face au système omnipotent, omniprésent, est capable de porter la contradiction au risque de ma vie, alors qu'en fait, il ne risque rien. Absolument. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup votre concept des décideurs. C'est gentil. C'est celui qui se veut décideur, mais qui est en fait décideur. Exactement. Et tout le monde est un peu comme ça, c'est assez fascinant. On avait parlé dans l'émission Transmission avec Ruben Rabinovitch, on avait parlé de cette tendance-là où tout le monde doit se définir par son ennemi et expliquer que son ennemi est tout-puissant, et donc par Jean Moulinisme, entre guillemets, de réaction, et lui, absolument génial. On a tous besoin c'est le Saint-Georges à la retraite aussi. C'est un philosophe australien, Minogue, qui explique que Saint-Georges devient Saint-Georges parce qu'il tue un dragon. Et puis ensuite, il n'a plus de dragons à tuer, donc il s'ennuie et sa réputation pourrait en pâlir. Donc il se met à s'attaquer à des dragons de plus en plus petits, puis à des lézards. Et un jour, on le retrouve à mettre des coups d'épée dans le vide, dans le désert, à moitié fou. Donc il y a, je pense, une idée de se définir par opposition. Je pense aussi qu'il y a quelque chose pour les intellectuels de ce point de vue-là, c'est que si on continue, non seulement on est dissident, mais en plus on est une forme de résistant héroïque.
qui se bat contre un système et qui est par exemple, les intellectuels Mona Chollet aujourd'hui, elle se positionne en Charles de Gaulle des femmes. Elle est là pour libérer. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Elle est là pour libérer les femmes. Donc et puis effectivement, il y a des incitations psychologiques très fortes pour les intellectuels à dénoncer des problèmes. Je parle dans mon livre d'un chercheur, un scientifique qui a démontré dans un village américain que l'eau était contaminée par le plomb. Et donc c'était très important de faire ça. Pendant un an, du coup, la ville et c'est pour ça qu'ils attrapaient des maladies. Donc c'était un vrai problème de santé publique dans cette ville. Pendant un an, la ville a changé ses canalisations. Les habitants ont été compensés par l'État. Il y a eu des distributions de bouteilles d'eau gratuites et de beaucoup d'autres choses, de nourriture, etc. Et donc, ce scientifique est devenu une sorte de héros dans cette ville. Et un scientifique, un intellectuel aurait pu continuer on va dire, à surfer sur cette réputation et à continuer. Mais ce scientifique-là a été animé par le souci de la vérité. Donc au bout d'un an, il a à nouveau mesuré la quantité de plomb dans l'eau et il a dit voilà, l'eau n'est plus contaminée, la quantité de plomb est désormais de retour à la normale, on peut arrêter tout ce qu'on faisait, on peut arrêter de distribuer des bouteilles d'eau potable, on peut de nouveau boire et il s'est fait littéralement lyncher par les habitants de la ville qui l'ont accusé de trahir, parce que les habitants de la ville, pour eux, c'était leur libérateur, leur représentant, et d'un coup, il leur disait qu'en fait, ils n'avaient plus besoin de libérateur, de représentant, qu'ils étaient plus opprimés, que tout allait bien. Et donc, il s'est fait littéralement lyncher, diffamer sur les réseaux sociaux, on l'a accusé de manquer d'intégrité scientifique, etc. Il a même dû poursuivre des gens en diffamation. Et donc, on le voit, je pense que quand un intellectuel se met sur un créneau comme ça, en disant aux gens, vous êtes opprimés, vous êtes... les gens sont demandeurs de ce discours, en quelque sorte, ont envie. Et donc, l'intellectuel est incité à continuer à exagérer les problèmes qui supposément assaillissent ces gens. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup d'intellectuels, surtout de gauche, surfent sur ça et c'est très dur pour eux de se défaire, de dire, de dire que, comme pour reprendre votre exemple, que les dragons ont été terrassés, qu'il n'y a plus de dragons et maintenant on passe à autre chose. Oui, ils ont intérêt à exagérer les problèmes qui leur accordent leur légitimité. Exactement. D'où tout le problème de se définir en contre, c'est que vous serez sans cesse tenté de mobiliser une sorte de défibrillateur conceptuel pour aller ressusciter le cadavre de votre ennemi pour mieux revivre vous-même, en fait. Et alors, il y a... Ce qui est inquiétant avec ce qu'on dit là, c'est que, évidemment, il y a des intellectuels qui ne se trompent pas, il y a des classes populaires qui se trompent, etc. Bien sûr. Mais récemment, nos sociétés, depuis quelques décennies, se sont mises à accorder un poids au diplôme qui est beaucoup plus important ou qui a été massifié par rapport à avant. On pourrait dire d'une certaine façon que maintenant que le bac joue moins son rôle de filtre. Le filtre s'est fait un peu au niveau de la licence, puis le même problème s'est prolongé au niveau du master. Maintenant, tout le monde doit avoir une thèse. Et donc, cette massification de l'enseignement supérieur, qui déjà, Jean-Pierre Le Goff nous en avait parlé ici quand on l'avait reçu, a été une des raisons qui a provoqué 68, dans la mesure où il y a une classe d'étudiants qui n'existait pas avant, en tout cas pas dans ces masses-là, et qui devient une espèce de bloc sociologique, qui est un peu le bloc sociologique qu'on analyse depuis le début de l'émission. Et là, on a le même problème. Et Peter Turchin, un intellectuel que vous citez dans l'ouvrage, lui parle de la surproduction d'élite. Et il dit que, c'est un peu ce que je disais sur le rapport, l'opposition frontale au PMU en permanence, lorsque vous surproduisez des élites, il n'y a pas assez de postes pour tout le monde, mais c'est des gens qui ont beaucoup étudié et qui se conçoivent comme des élites, ça génère du ressentiment. J'ai beaucoup étudié, je ne suis pas reconnu à ma juste valeur, et donc le système a priori est mal foutu, et donc ma place n'est pas reconnue à sa juste valeur, et donc peut-être qu'il y a une révolution à faire. Et lui, il prend des exemples historiques en disant pas mal de situations où il y a eu une surproduction d'élites qui ont mené à une révolution, à un changement de régime. Et là, on rentre vraiment dans une diploma-démocratie, c'est une formule qui est souvent utilisée par les anglo-saxons. Et il y a notamment quelque chose d'intéressant que vous citez sur le Parti travailliste britannique. Le Parti travailliste britannique, comme son nom l'indique, c'est le parti des travailleurs initialement. En 1900, ils ont 0% de gens qui ont des diplômes. Ça passe à 59% dans les années 50, je crois, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on est à 80, 90%. Enfin, j'ai plus les chiffres exactement. En tout cas, il y a eu une inflation du nombre de diplômés dans les rangs du Parti travailliste. Donc évidemment que ça change tout, idéologiquement. Évidemment. Sociologiquement, ça change tout. Et on accorde un poids au diplôme et à l'inverse, une dépréciation aux travaux manuels qui viennent accentuer tous les problèmes qu'on vient d'évoquer parce que le prestige est accordé au monde universitaire
auquel on accorde dans certaines façons de plus en plus de pouvoir. Comment est-ce que cette situation peut bien se terminer? Non, mais absolument. Je pense que ce que vous dites est très juste. Moi, j'aime beaucoup l'économiste Brian Kaplan, qui estime qu'on accorde beaucoup trop collectivement nos ressources à l'éducation. Et comme il explique ça, parce que vous avez expliqué, c'est qu'il y a eu une course à l'armement des diplômes. C'est-à-dire que si votre voisin obtient un bac plus 3, ou mettons si votre voisin obtient un bac plus 5, et ben vous avez intérêt, vous, on va dire qu'on n'est que dans une société avec 3 personnes, vous avez, vous, intérêt à obtenir un bac plus 6. Mais si vous pouviez vous coordonner, vous parler, vous gagnerez tous les deux à vous dire, bon, bah, moi je fais un bac plus 1 et toi tu fais un bac. Et vous auriez le même avantage comparatif l'un par rapport à l'autre sur le marché du diplôme, mais on n'arrive pas à atteindre cette coordination collective et tout le monde est incité toujours à faire de plus en plus d'études. Et il montre aussi, Brian Kaplan, c'est ça que je trouve passionnant dans son livre, que l'éducation ne forme pas l'université, sauf évidemment dans certains programmes comme l'informatique, etc. Mais ne forme pas, mais dans les sciences sociales surtout, l'université ne forme pas à devenir un employé plus productif. L'université est utile qu'en tant que signal, parce qu'elle montre aux employeurs qu'on a réussi à passer des examens de sortie ou des concours d'entrée, etc. Donc elle signale des choses sur nous, mais on n'a pas acquis pendant les années d'études des compétences utiles qui nous rendront plus productifs pour la société. Donc effectivement, lui dit qu'on investit beaucoup trop dans l'éducation. Je pense que je suis assez aligné avec sa thèse. Et vous avez raison pour les problèmes sociaux que ça peut engendrer. Je pense que le fait que les partis politiques aujourd'hui, que les associations et tout, soient remplis de diplômés, c'est pas en soi un problème, ça pourrait ne pas l'être, mais ça l'est aujourd'hui parce que de fait, empiriquement, les diplômés ont des opinions extrêmement différentes des non-diplômés. La fracture du diplôme. Voilà, j'ai vu passer sur Twitter récemment, quelqu'un que vous connaissez bien, qui l'a partagé puisque c'est votre frère François Valentin, un papier qui montre, c'est passionnant, que plus un étudiant en architecture a passé de temps à l'université, plus ses goûts sont éloignés de ceux de la population dans son ensemble, plus ses goûts architecturaux. Donc c'est très étonnant, parce que normalement, ça devrait être... Ce que eux verraient comme un badge d'honneur. Oui, voilà, ce que eux verraient comme un badge d'honneur, mais en vérité, le critère de ce qu'est de la bonne architecture, moi je préfère, je me fie, normalement c'est aux gens qui habitent entre ces immeubles de décider, c'est à la population d'un pays de décider ce qu'elle veut voir dans la rue. Mais là c'est l'inverse, on apprend, donc on peut imaginer que plus ils passent de temps à l'université, plus on leur apprend justement pourquoi en fait le sens commun est erroné, pourquoi ce qu'on croit beau n'est pas en réalité beau et pourquoi certaines types d'architecture, le modernisme, etc. sont en fait plus esthétiques. Et donc, donc voilà, il y a cette divergence entre les goûts et les opinions et les critères de jugement esthétique, etc. des non-diplômés et des diplômés qui s'accroît. Et un problème supplémentaire que je documente dans mon livre, c'est que de plus en plus, les diplômés ne côtoient pas de non-diplômés. Dans le passé, il y avait des diplômés et des non-diplômés, mais tout ça se brassait à nouveau dans le monde du travail, dans les associations, mais aujourd'hui... Il y a une coupure sociologique beaucoup plus forte. Voilà, il y a une coupure sociologique beaucoup plus forte, c'est-à-dire que même avant, même les relations amoureuses, ça se faisait beaucoup dans une même communauté, souvent c'était quelqu'un qui était à l'université, quelqu'un qui n'était pas, etc. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le fait qu'on peut rencontrer des gens à des dizaines de kilomètres, etc., l'identification à une même communauté se fait beaucoup sur la base du diplôme. Et les diplômés restent entre eux, les non-diplômés restent entre eux. On voit aussi en France, c'est particulièrement marqué la carte du vote. C'est Houellebecq qui le résumait le mieux. Il disait, là c'est plus en fonction de critères socio-économiques, mais il disait, en France c'est très simple, les riches votent Macron, les pauvres votent Marine Le Pen et les moyens riches votent NFP. Et je pense que c'est exactement ça. Donc, on est arrivé dans un système de société où aujourd'hui, les biais idéologiques des diplômés ne s'amoindrissent pas au contact de non-diplômés après les études. Les mauvaises idées issues du monde universitaire rebondissent et s'alimentent en vase clos au sein d'une sociologie qui leur est acquise. Et effectivement, c'est une sociologie qui a désormais une influence disproportionnée sur les grandes orientations que prennent nos sociétés. Je m'appuie sur 2 auteurs allemands qui montrent effectivement que plus on est diplômé aujourd'hui, plus on influence de façon effective la direction que prend
notre nation, c'est-à-dire en militant dans des partis, en finançant des partis, en écrivant et en publiant sur Twitter et en influençant immédiatement le discours politique et les sujets qui vont être mis en avant sur les chaînes télé, en votant, évidemment, les diplômés votent beaucoup plus que les non-diplômés, et donc ça pose effectivement des questions d'ordre démocratique même. Si je résume sur un plan un peu macro et abstrait ce qu'on s'est dit, c'est assez inquiétant dans la mesure où il y a une coupure sociologique forte entre diplômés et non diplômés qui s'est creusée, une homogénéisation idéologique qui a été maintes fois documentée, où ça penche de plus en plus à gauche dans le milieu sociologique universitaire, disons. Une survalorisation du diplôme dans la société en général, donc une influence trop grande, en tout cas croissante, du monde intellectuel sur le reste de la vie publique. Et dans les premières conséquences de ça, on a déjà vu que les partis de gauche ont été en quelque sorte tenus en otage par leur frange la plus radicale, qui est la plus diplômée, qui fournit normalement, gérer des bataillons d'élite, au sens des gens qui vont militer pour vous, théoriser pour vous donner des concepts. Et pour le faire simple, le wokisme a été une grande difficulté électorale pour la gauche, parce que vous ne pouvez pas gagner sans vos cadres et vos militants les plus actifs, et en même temps, vous ne pouvez pas gagner sans l'assentiment de la majorité. Et donc, pris en tenaille entre les deux, c'est très compliqué à gérer. C'est une des raisons de la défaite électorale de Kamala Harris, qui font que déjà, les Américains sont majoritairement anti-woke et donc étaient chauffés à blanc sur ces sujets, et Trump avait juste à s'en emparer facilement pour gagner l'élection, en partie. Et ensuite, de façon plus subtile, Kamala Harris était obligée de faire une campagne insipide parce qu'elle était prise en tenaille entre le 50 plus 1 à aller gagner, en pourcentage, et les injonctions de son parti, notamment sur la question palestinienne, et de devoir louvoyer entre les deux. Et on a parlé de la surproduction d'élite. Quand vous avez fait à Harvard, par exemple, institution jadis prestigieuse et qui garde encore une partie de son prestige aujourd'hui, des études de genre, il faut bien vous trouver un poste. Et une façon de trouver le poste, c'est d'aller travailler dans les fictions. Et c'est là où, je voulais citer notamment Woke Fiction, que vous avez publié en septembre 2023, si je ne dis pas de bêtises, C'est ça. et qui est un livre absolument remarquable et qui est tombé à un moment important parce que, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on était dans une phase encore un peu présente aujourd'hui, mais un peu moins, où le wokisme n'existait pas. Et là, vous êtes allé faire un travail massif de documentation et d'analyse, qui est d'aller regarder une quantité innombrable de séries woke, et rien que pour ça, la France vous remercie, pour dire que oui, ça existe massivement, et en plus sur un domaine très accessible, qui est le domaine de la fiction. Et je voulais citer un passage là, et vous faire réagir, sur ce qui s'appelle le test de Bechdel-Wallace. Donc il y a un algorithme qui permet d'évaluer si les femmes sont suffisamment représentées dans un film. Et là, dit comme ça nous paraît très bien, mais vous faites la liste de films qui ne remplissent pas ce critère. Et donc là, on voit comment cette idéologie nous prive de chefs-d'œuvre. Alors je ne sais pas si je vais tous les faire, mais je vais en faire quelques-uns. 12 hommes en colère, Breakfast at Tiffany's, Le Lauréat, 2001, l'Odyssée de l'espace, Le Parrain 2, The Shining, Robocop, Le Roi Lion, Forrest Gump, Le Cinquième Élément, Fargo, Fight Club, Le Seigneur des Anneaux 1, 2 et 3, bravo à Tolkien, The Artist, Slumdog Millionnaire, Intouchable, The Grand Budapest Hotel, Dunkerque, Whiplash, enfin, il y a une liste extraordinaire. Pourquoi est-ce que vous, ce sujet vous a intéressé et comment, enfin, est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va finir par faire marche arrière, ou est-ce qu'on va avoir toujours plus de wokisme dans les fictions ? Je sais pas, c'est dur à dire, mais oui, effectivement, ce que j'ai voulu démontrer avec ce livre, c'est qu'aujourd'hui, les films et les séries qu'on regarde, sans qu'on s'en rende compte parfois, sont souvent déjà aux normes idéologiques. C'est-à-dire que je documente, à la fois je critique l'idéologie, mais aussi je documente ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu du cinéma. C'est-à-dire que vous avez donc le test de Bechdel dont vous avez parlé, c'est institutionnalisé maintenant au niveau des financements, que ce soit à l'échelle du financement européen des films et des séries, d'ailleurs. C'est peut-être discutable que ce financement existe même, mais bon, admettons. Et certains films ne sont pas financés s'ils ne respectent pas le critère idéologique de passer le test de Bechdel-Wallace, par exemple. Mais ça va très loin aux États-Unis, c'est même encore pire aux États-Unis. Vous avez les principaux studios de production américains qui sont abonnés à des cabinets de conseil en diversité et inclusion, ou plutôt supposés en diversité et inclusion, parce que moi je trouve qu'ils font ni de l'inclusion et ni de la diversité. Et donc ces cabinets de conseil
relisent les scénarios avant les tournages et indiquent tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont dire attention, dans cette scène, la femme est un peu trop passive, ça pourrait être perçu comme de la misogynie, il faut qu'elle soit un peu plus le moteur de l'action. Attention, là, tu utilises tel mot qui renvoie indirectement à telle époque du colonialisme, donc ça ne va pas, etc. Et donc, tout est mis aux normes. Tous les studios américains font relire leur scénario par ces cabinets de conseil. En France, on a évidemment le CNC impose des critères idéologiques aux films et souvent ne finance pas les films qui ne respectent pas certaines choses. Donc, Il y a aussi les critères des Oscars que vous citez, bien sûr. qui sont absolument délirants. En fait, donc quoi, c'est les critères pour qu'un film soit éligible aux Oscars. Et j'ai plus les critères en tête, mais je ne sais pas si vous en avez un ou deux de mémoire. Il faudra que pour par exemple être éligible à l'Oscar de meilleur film, il faudra que le film remplisse un certain nombre de critères de diversité, et notamment le critère d'avoir suffisamment de non-blancs donc, dans le film, à la fois à l'écran, mais aussi dans les équipes de distribution du film, de production, de marketing, etc. Donc, une autre façon de dire suffisamment de non-blancs, on peut l'inverser et dire il faudra que le film n'ait pas trop de blancs, parce que c'est aussi Oui, bien sûr. le racisme anti-blanc en quelque sorte. C'est ça. Et pour vous montrer comme ça va loin et comme c'est institutionnalisé, l'Académie des Oscars a créé une plateforme internet où les sociétés de production doivent indiquer les déterminismes identitaires de toutes les personnes impliquées dans la création du film. Donc c'est la personne qui fait les costumes, Voilà. jusqu'au cadreur. Exactement. C'est extraordinaire. Et alors, il y a un passage que j'ai trouvé particulièrement intéressant aussi, sur, je dirais, les conséquences indirectes que l'idéologie peut avoir sur la fiction, qui est la structure, je dirais, narrative des personnages féminins qui a évolué. Je citais juste le critique et scénariste écossais Will Jordan que vous citez, et qui fait remarquer qu'il y a un type de scénario qui revient de plus en plus souvent. C'est l'histoire d'une femme dotée dès le début du film d'un talent inouï dans un domaine, qui affronte les réticences et les préjugés de son entourage pour gagner le droit de pratiquer sa passion et d'affirmer son génie. Elle ne doit ni surmonter ses propres failles, parce que là ça implique qu'elle est perfectible, surtout pas, ni vaincre des antagonistes ou des rivaux redoutables, mais batailler contre la société, qui l'empêche de donner la pleine mesure de son potentiel. Et vous faites remarquer à juste titre que dans ce type de film, la protagoniste n'est souvent pas très attachante. Pourquoi ? Parce qu'elle ne connaît pas de transformation intérieure. Elle se présente telle qu'elle est, c'est-à-dire parfaite, et c'est aux autres de changer pour lui permettre de montrer au monde à quel point elle est exceptionnelle. Et vous faites remarquer que ça ne fait pas des personnages féminins très attachants. Pourquoi ? Je pense une façon de l'illustrer, c'est comparer les deux Mulan. Le Mulan qui a été fait à la fin des années 90. Là, on a un remake voilà. 20 ans ou 15 ans plus tard. C'est ça, 20 ans plus tard. Je crois que le premier, c'est la fin des années 90 et le deuxième, ça doit être 2020, quelque chose comme ça. Et donc, dans le premier, donc Mulan veut s'engager dans l'armée, c'est une femme, et elle se déguise en homme. Elle fait semblant qu'elle est un homme. Mais évidemment, comme c'est une femme, elle est moins puissante physiquement que les hommes et c'est une piètre combattante. Et ses supérieurs la sermonne, mais à juste titre, parce qu'elle ne sait, c'est une piètre combattante et elle doit gagner le respect de ses pairs. Et petit à petit, elle doit compenser ses lacunes physiques par une intelligence tactique supérieure. Elle doit progresser, se remettre en question. On la voit progresser. Un grand courage dans le premier film. Oui, et il faut qu'elle fasse preuve de courage. Finalement, c'est par son courage qu'elle se distingue et c'est comme ça. Alors que dans le deuxième, Mulan, dès le début du film, est la meilleure guerrière de Chine. Et la raison pour laquelle on refuse qu'elle aille dans l'armée, c'est parce que la société est sexiste. Et on considère qu'une femme ne devrait pas se battre. Donc elle doit déjouer les stéréotypes sexistes, les stéréotypes de genre de son entourage. Donc en fait, dans le premier Mulan, c'est à Mulan de se remettre en question, de progresser, d'effectuer un travail sur elle-même. Et quand elle accomplit cette transformation, le spectateur peut s'identifier à elle, peut être heureux pour elle parce qu'il voit que ce qu'elle obtient, elle l'a mérité à travers sa journée, son arc. Mais dans le deuxième, Mulan n'a pas besoin de changer. Dès le début, elle est parfaite et c'est à la société de se remettre en question. C'est aux gens de comprendre qu'ils adhèrent à des stéréotypes rétrogrades qui disent que les femmes ne doivent pas se battre. Et voilà. Donc à la fin du film, Mulan obtient ce qu'elle veut, mais elle n'est pas méritante. Donc on a du mal à avoir de la sympathie pour elle et à la trouver attachante. Et je suivais une chaîne YouTube qui faisait des analyses de films très intéressantes qui s'appelait The Take,
Et progressivement, sans doute pour des raisons sociologiques, là aussi, ça s'est wokisé au fur et à mesure. Et ce qui était très amusant, c'est que c'est des gens, et c'est une ligne en général, qui se plaint du fait que les nouveaux personnages féminins sont pas attachants, mal faits, etc., sans comprendre que tout réalisateur, par exemple, qui met en scène un défaut féminin ou même une femme qui se comporte mal à un instant T, ce qui est d'ailleurs tout le sel de la fiction, c'est de voir des défauts, c'est de voir des difficultés. Là, cet extrait sera mis sur Twitter ou sur YouTube et ça deviendra, c'est ce que fait The Take souvent, the trope, donc le stéréotype de la femme qui pleure. À un moment, ce sera le stéréotype de la femme faible, et ça, ce sera critiqué comme une preuve du sexisme. Et donc, eux, assez logiquement, ne prennent pas de risques, et donc font des personnages sans faille, et donc sans progression possible, parce que la perfection ne peut pas progresser. Et donc, on a vu notamment la difficulté de Wonder Woman ou de Captain Marvel, plus précisément. Captain Marvel, c'est une super-héroïne qui peut littéralement tout faire. Ouais. Je sais que Jordan Peterson, dans son ouvrage, faisait un parallèle avec Superman assez intéressant. Superman, pareil, il a été cheaté, entre guillemets, il a eu de plus en plus de pouvoir au fur et à mesure. À un moment, il pouvait éteindre une bombe atomique, il pouvait déplacer des planètes, machin. Et ils ont été obligés d'inventer la kryptonite pour lui donner un talon d'Achille, pour qu'il y ait en fait un récit, pour qu'il y ait une forme d'intérêt. Et là, on ne veut pas mettre un talon d'Achille, parce que si on met un talon d'Achille sur un personnage féminin, c'est le cas de tous les personnages normalement dans la fiction, c'est un défaut. Et donc un défaut, ça peut être un stéréotype misogyne, et donc ça sera sur les réseaux sociaux, par les tweetos, pour défoncer le réalisateur, et donc il ne prend pas de risque, il fait des personnages parfaits et donc insipides, et ensuite il se fait critiquer par ces mêmes personnes qui disent « Ah, mais vous faites que des personnages insipides féminins, on ne sait plus faire des personnages féminins aujourd'hui. » Évidemment, et je suis absolument d'accord, et j'ajouterais que non seulement c'est des personnages insipides sans faille, mais les femmes deviennent des hommes aux cheveux longs. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on veut combattre les stéréotypes de genre. Et donc, ce qu'on fait, c'est Will Jordan à nouveau qui dit qu'à Hollywood, il y a une forme de guerre contre la féminité. C'est-à-dire que, même ne serait-ce que physiquement, les super-héroïnes aujourd'hui ne sont pas du tout habillées comme elles étaient dans le passé. Ou effectivement, il y a peut-être un extrême qui n'est pas bien si la femme est trop objectifiée, évidemment. Mais les femmes n'ont pas le même corps que les hommes, et c'est la réalité. Et je ne vois pas pourquoi il y a besoin de refuser de montrer cette réalité à l'écran. Mais aujourd'hui, les super-héroïnes sont entièrement couvertes de la tête aux pieds pour qu'on ne voit pas leur forme, par exemple. Et bon, c'est peut-être l'exemple le moins important, le moins grave, mais c'est plus grave quand ça affecte les traits comportementaux aussi. Je pense qu'un exemple, c'est les femmes aujourd'hui, dans certains films hollywoodiens, on veut présenter un contre-modèle à la réussite par l'amour. La femme ne peut plus s'épanouir parce qu'elle trouve l'amour, sachant que les personnages féminins, dans le passé, pouvaient à la fois trouver l'amour et à la fois accomplir de choses fantastiques professionnellement ou être courageuse. Mais maintenant, on veut montrer un contre-modèle où la femme s'épanouit uniquement par sa carrière ou en tuant des méchants, et où elle est aidée uniquement par des femmes. On veut mettre en avant le modèle de la sororité plutôt qu'un modèle plus sain d'entraide entre hommes et femmes, d'amour entre hommes et femmes. Donc une forme de guerre des sexes assez comment dire, je veux dire problématique, mais c'est un mot woke que j'ai pas envie d'utiliser. Donc assez néfaste, je pense, pour la cohésion sociale et les rapports entre les sexes. Je pense que la sacralisation absolue de l'indépendance ne peut pas se concilier avec le fait de tomber amoureux. Il y a une sorte de dépendance dans l'amour, on parle de sort, on n'est pas maître de nos émotions, on rougit, et donc là il y a une forme de sort, quelque chose de maléfique, et donc on peut pas, non, on est indépendant, on peut pas être sous l'emprise. C'est amusant comment le mot emprise est venu se banaliser pour juste dire tomber amoureux dans certains cas, ce serait toxique. Donc c'est très triste. Et j'aimerais peut-être donner un exemple de personnage féminin réussi récent, tiré de la série Better Call Saul, donc qui est le préquel de Breaking Bad. C'est intéressant, donc à certains égards, elle a l'aspect avocate, femme forte, indépendante, etc., qui peut marcher avec le modèle normatif actuel. Et elle tombe amoureuse, donc là ça sort déjà du champ parfaitement woke, on va dire, d'un avocat un peu loser, un peu véreux, qui est moins élevé dans le statut socio-économique qu'elle. Et au début, on pense que c'est juste lui qui l'attire vers le mal, parce qu'il se met à tricher, il se met à la faire tricher avec elle. Et en fait, au fur et à mesure de la série, sans trop divulgacher pour ceux qui n'ont pas tout vu, on se rend compte que c'est aussi elle qui a une part de mal et qui, elle, le tire lui vers le bas, à certains égards. Donc là, il y a une nuance qui, aujourd'hui,
était complètement imprévisible pour ceux qui regardaient, parce que les gens sont tellement plus habitués à voir une femme capable d'être méchante ou d'être mauvaise, qu'il y a une sorte de surprise à l'écran et un plot twist extraordinaire de voir une femme qui renverse le scénario et qui en fait est celle qui traîne son partenaire vers les profondeurs morales, quoi. Oui, moi j'ai pas vu cette série en particulier, mais ça me fait penser ce que vous dites à la série White Lotus, qui pareil prend des clichés woke et au début on pense que ça va s'orienter vers ça. Par exemple, un exemple c'est au début de la saison 2, il y a un grand-père qui n'a pas les codes, qui est un peu lourd, un petit peu sexiste sur les bords. Et il y a le petit-fils qui est déconstruit et qui lui dit mais papy, tu peux pas dire ça, etc. Donc ça c'est une structure très Des archétypes, quoi. c'est des archétypes très woke qu'aujourd'hui on voit au premier degré dans beaucoup de films woke, avec l'enfant qui éduque. Voilà, dans les Qui films woke d'ailleurs, rééduque les parents. c'est l'enfant qui rééduque les parents et donc la figure du mentor disparaît parce que on considère que La même chose dans la Chine maoïste, d'ailleurs. Oui, exactement. On considère que plus une personne est âgée, plus elle a vécu dans un monde problématique, dépassé, rempli, qu'elle a intériorisé des stéréotypes. Et donc, c'est aux jeunes innocents qui n'ont pas vécu dans ce passé horrible. C'est les jeunes qui doivent rééduquer les vieux et non pas l'inverse. Et donc, il y a ce schéma dans beaucoup de films et de séries woke. Et dans White Lotus, au début de la saison 2, ça part comme ça. Et donc, c'est le jeune qui fait des leçons de morale à son grand-père. Et petit à petit, on comprend qu'en fait, le jeune est plus ou moins idiot, naïf, et déconstruit, donc n'est pas du tout attirant pour la fille qu'il essaie de séduire, et qu'en revanche, son grand-père, oui, il est un peu sexiste sur les bords, mais il est beaucoup plus lucide sur la nature humaine, il est beaucoup plus lucide sur les femmes, il le met en garde d'ailleurs, il met en garde son petit-fils qui j'ai un peu oublié maintenant, mais qui je crois tombe amoureux d'une prostituée, il lui dit mais attention, elle en a juste pour ton argent, et effectivement c'est le grand-père qui avait raison, et donc c'est rafraîchissant de voir. Je trouve que c'est non seulement. Moi, on a eu cette discussion hors plateau. Je trouve que c'est une série anti-woke parce que ça ne se contente pas de pas. Et non pas woke, parce que ça ne se contente pas de ne pas respecter les stéréotypes woke. Ça joue volontairement sur les archétypes woke. Ça les prend et ça les tord, ça les tourne un peu en dérision. Et je pense que le scénariste Mark White sait très bien ce qu'il fait. Je suis d'accord. Moi, ma vision, c'est qu'il est probablement dans son fort intérieur critique du wokisme et qu'il a un degré de courage qui varie selon les arcs narratifs des uns et des autres. Mais c'est vraiment une très bonne série. On pourrait parler longtemps des séries et des fictions, mais il faut quand même conclure un peu. Samuel Fitoussi, est-ce qu'il y a un ouvrage que vous auriez aimé avoir lu plus tôt ? Oui, je l'ai amené. Donc, ouf. Je vais recommander les Mémoires de Jean-François Revel. Magnifique. Qui est un livre exceptionnel. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai parlé de Revel pendant cette émission. Si j'en ai pas parlé, c'est une faute grave. C'est une faute en effet. C'est étonnant. C'est devenu mon intellectuel préféré. Je pense qu'il faut absolument le lire. Il a un style. Donc, commencer par ses Mémoires, c'est un bon choix. Revel, donc, il a un style extraordinaire, une ironie mordante à chaque ligne, à chaque page. Dans ses Mémoires, on traverse le XXe siècle. Donc, Revel, il a eu énormément de vie, mais ça commence. Il raconte, il était engagé dans la résistance à 17 ans. Ensuite, voilà, il a beaucoup écrit. Il était à l'Express, il était directeur de l'Express à un moment. Il raconte la collaboration à l'Express avec Raymond Aron, avec le directeur de l'Express qui essayait de leur imposer des thèmes, et Revel qui voulait en traiter d'autres, et finalement ça s'est mal fini. Et donc, il raconte ses dîners avec Mitterrand. Il raconte, c'est aussi une plongée dans la vie intellectuelle du XXe siècle, donc c'est absolument génial. Toujours dans un style absolument ironique et génial. Donc, je conseille les Mémoires de Revel et ensuite, les autres livres de Revel, La connaissance inutile est peut-être le plus d'actualité, mais sinon, il y a un recueil de chroniques de Revel qui s'appelle Fin du siècle des ombres, et c'est fantastique de les lire aujourd'hui parce que c'est des chroniques, souvent, où il fait des recensions de livres. Donc à nouveau, c'est un voyage intellectuel, un voyage dans l'histoire intellectuelle du siècle. Il recense par exemple les premiers livres d'Emmanuel Todd. Il recense, on voit en direct ces éditos quand le mur de Berlin était en train de tomber. Donc et toujours avec un style que je trouve inégalé. Je vois pas aujourd'hui qui écrit comme il écrivait de façon aussi agréable à lire. Voilà, donc Revel, je ne sais pas pourquoi on parle relativement peu de Revel. On parle énormément d'Aron. Aron, évidemment, est très fort, mais moi, j'aime un peu moins parce que je trouve qu'Aron est moins agréable à lire. Parfois, c'est un peu ardu. Il faut le lire, c'est important. Mais Revel, c'est une lecture à la fois qui instruit et qui stimule, et à la fois une lecture plaisir, parce que chaque
chaque page est extrêmement plaisir à lire. On peut aussi bien le lire à la bibliothèque pour apprendre des choses que sur la plage pour se faire plaisir. Donc voilà, vous avez compris que j'aime bien Revel. Mais ça me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas dit dans l'émission, mais qui est important. Vous expliquez que le cheminement des changements d'opinion massifs part, si on voulait vraiment exagérer, de deux intellectuels qui tombent en désaccord dans leur micro-milieu, qui ensuite l'un des deux va un peu convaincre son micro-milieu, et ensuite son micro-milieu va un peu infuser dans le reste du milieu intellectuel au sens large, hors de la niche initiale, on va dire. Et ensuite, très rapidement, notamment via des changements de loi, la masse est assez légaliste et a tendance à suivre. Exactement. Donc, les intellectuels qui sont lus ou pas, ou diffusés ou pas, ont une influence massive, d'où l'importance de la lecture et de la bonne réflexion chez eux, quoi. Absolument. Alors, plus généralement, pourquoi est-ce qu'il est important de lire tout court, notamment pour notre génération? Alors, je pense que je vais dire des trucs bateaux, mais qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, notre génération, on a un vrai problème, c'est les réseaux sociaux, c'est Twitter, c'est tout ce qui permet une récompense immédiate et qui active les circuits de dopamine, mais qui n'est pas bénéfique à long terme. Je pense que si on passe 1 heure à scroller sur Twitter et sur Facebook, on va avoir l'impression d'apprendre des choses, de voir des tweets, de lire des informations. Mais au final, il en reste très très peu. 2 heures plus tard, on a tout oublié. Alors que la lecture, c'est très différent. Je pense que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées. On en garde beaucoup plus. Même si on ne se rappelle pas de tout ce qu'on a lu, je pense que ça reste en nous et ça nous change. Je pense aussi qu'il faut. Il n'y a pas très longtemps, j'ai pris un café avec un intellectuel français, un grand intellectuel français, je ne donnerai pas son nom, mais il m'a dit qu'il aimait bien lire les intellectuels, les essayistes de notre génération, mais qu'il trouvait que comparé à sa génération, le fond était là, mais la forme n'était pas là, et que ça se voyait qu'on avait beaucoup moins lu que eux. Et je On pense n'écrit que pas comme Revel. Voilà, on n'écrit pas comme Revel. Après, peu de gens écrivent comme Revel, mais je pense que oui, notre génération, on a moins lu, il faut qu'on lise davantage, et donc voilà, c'est ma réponse. Mais quelqu'un avait expliqué pourquoi il avait arrêté d'utiliser TikTok. Il disait que c'était pas tant le fond, c'est que après avoir fait plusieurs heures de TikTok, quand quelqu'un lui demandait ce qu'il avait vu, il était incapable de donner le début d'un résumé de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... C'est fascinant quand on y va, on se passe des heures sur quelque chose, et en sortant, on ne sait pas très bien ce qu'on en a retiré, tandis que sur un ouvrage, on a des pistes, des choses qu'on peut régurgiter, qu'on peut rendre. Donc ça, c'est vrai que c'est assez fascinant. En tout cas, Samuel Fitoussi, merci infiniment pour d'avoir accepté cette invitation, pour votre disponibilité. Vous dites dans votre ouvrage que ce qui est très important pour concilier la vraie rationalité et la rationalité sociale et le conformisme, c'est les fréquentations. Moi, je suis ravi de vous côtoyer et qu'on puisse se corriger et éviter le conformisme interne pour chercher la vérité. On n'a pas beaucoup parlé de nos désaccords. Non, c'est vrai. Non, on est resté très pudique là-dessus. Mais non, mais c'est... Enfin bref, c'était passionnant pour moi. Pour moi aussi. Et à une prochaine fois avec grand plaisir et bon courage pour le reste de la promotion. Merci beaucoup.